Dans la rue Prinz-Albert-Straße, numéro 8, à Berlin, réside un emblème du pouvoir et de l'oppression nazie, le siège de la Geheime Staatspolizei, plus connu sous le nom de Gestapo. Dirigée d'une main de fer par Reinhard Heydrich, cette redoutée police secrète a semé la terreur dans la ville comme jamais auparavant, avec des méthodes implacables et une dévotion fanatique à l'idéologie nazie. La Gestapo est devenue le symbole même du contrôle totalitaire, inspirant peur et désespoir à ceux qui osaient défier son autorité. Des hommes comme Heinrich Himmler et Heinrich Müller ont dirigé la Gestapo, ce dernier étant connu sous le nom de Gestapo Müller. Rusé et impitoyable, Müller a mené la persécution implacable des dissidents politiques et des minorités ethniques. Pouvez-vous imaginer l'obscurité qui pesait sur ceux qui osaient défier son autorité? Comme l'a dit un jour le théologien et pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer, le silence devant le mal est en soi le mal. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. Rejoignez-nous dans ce voyage vers l'inconnu alors que nous nous lançons dans une audacieuse expédition aux recoins les plus sombres de l'histoire, où la présence sinistre de la Gestapo est imposante. Bienvenue dans les contes de Léonard de Vinci. Les origines de la Gestapo, semence de la terreur. La Gestapo a été créée par l'absorption de la police d'État prussienne, un corps de police qui enquêtait sur les crimes politiques commis en Prusse depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'en 1933. Le dernier directeur de la police d'État prussienne et premier de la Gestapo était Rudolf Diels, un policier de carrière, coureur de jupons et bagarreur, qui avait rejoint le corps grâce à sa profonde connaissance des mouvements radicaux urbains. Mais la purge des ennemis de l'État, menée par Diels, n'atteignit pas les extrêmes qu'elle atteindrait plus tard, car à ses débuts, la Gestapo n'était pas composée exclusivement de nationaux socialistes, mais plutôt d'un groupe de policiers qui voyaient dans la fusion des deux organismes une opportunité de prospérer. Plus tard, les recrues de la Gestapo provenaient en majorité du milieu national-socialiste, ce qui radicalisa ce corps de police à des extrêmes insoupçonnés. En 1933, elle comptait 1000 hommes, et en 1944, ce nombre atteignit 32 000. Une partie du travail sale fut effectuée par la société allemande elle-même à travers la délation. Raconter une blague sur Hitler dans un bar, faire des commentaires désobligeants sur le gouvernement, écouter une station étrangère ou ne pas faire le salut nazi étaient des raisons suffisantes pour être enfermé dans une cellule, pendu avec des chaînes à un mur et finir dans la salle d'interrogatoire du quartier général que les voisins avaient baptisé la maison de l'horreur. En 1934, Göring remplaça Diels comme commandant de la Gestapo en Prusse et recommanda d'étendre le rôle de ce corps de police à toute l'Allemagne. En fait, dans son désir de contrôler la Gestapo dans tout le pays, Göring entra en conflit avec les intérêts du commandant des SS Heinrich Himmler, qui était chef de la police de Munich et qui avait également pour objectif de prendre le contrôle absolu du système policier allemand. Dans cette lutte de pouvoir, Himmler réussit à prendre le contrôle de la Beipopo, la police politique de Bavière. Finalement, les deux hommes mirent de côté leurs différends et Göring transféra toute l'autorité de la Gestapo au SS. Mais peu après, le froid et calculateur Reinhard Heydrich, chef du SD, le service de sécurité des SS, prit le contrôle absolu du corps et fut nommé commandant de la Gestapo, dont le siège central à Berlin se trouvait au numéro 8 de la Prinz-Albrecht-Straße, dans un bâtiment qui avait autrefois été un théâtre. Toujours en 1934, les forces conjointes des SS et de la Gestapo effectuèrent une série d'arrestations de masse et en profitèrent pour éliminer tous ceux qui étaient gênants pour les intérêts du parti nazi. Une de leurs actions les plus notoires est celle qui s'est produite lors de ce qui est passé à l'histoire sous le nom de « la nuit des longs couteaux », un massacre de membres des SA, un corps paramilitaire au service du parti nazi, également connu sous le nom de « chemise brune », dont le nombre total de victimes n'a pas pu être déterminé, mais ce qui est certain, c'est qu'une des plus importantes victimes était leur commandant, Ernest Röhm, qui fut exécuté sans procès, comme la majorité des dirigeants de cette organisation dont Hitler avait commencé à se méfier. De cette façon, le leader nazi se débarrassa de ceux qu'il considérait comme des ennemis dangereux. Le point de fer, comment opérait la Gestapo? Cette police secrète était chargée d'enquêter et d'arrêter toute personne considérée comme une menace pour le régime nazi, y compris les juifs, les tziganes, les homosexuels
les dissidents politiques, les communistes et toute personne suspectée d'être contre le Parti national-socialiste. Les méthodes utilisées pour obtenir des informations et des aveux étaient brutales, incluant la torture, des interrogatoires prolongés et des menaces contre les familles. En plus de son rôle dans la répression interne, la Gestapo était également responsable de la sécurité dans les territoires occupés par les nazis. Dans ce contexte, elle fut responsable de la mise en œuvre des politiques d'extermination contre les Juifs et d'autres minorités ethniques et religieuses qui menèrent à la mort de millions de personnes pendant l'Holocauste. La Gestapo avait des pouvoirs presque illimités et opérait de manière autonome, sans avoir à rendre de compte à aucune autre autorité dans l'État nazi. SS Agents jouissaient de l'impunité et étaient exempts de toute responsabilité légale, ce qui leur permettait d'agir en toute liberté. L'expert en histoire Frank McDonough, dans son ouvrage « Les fils intriqués de la surveillance », publication Vanguardia, révèle des données fascinantes sur ce sujet. Selon ses recherches, uniquement 15% des CA de surveillance commençaient par des opérations directes de l'agence. Le reste résultait de rapports fournis par la population civile. Parmi ceux qui fournissaient des rapports, une écrasante majorité étaient des hommes, atteignant presque 80%. Ils provenaient principalement des classes sociales basses, composées de travailleurs ou d'employés du secteur commercial. Curieusement, les maris dénonçaient rarement leurs épouses. Cependant, les femmes étaient les principales dénonciatrices, leurs accusations étant principalement dirigées contre leurs propres conjoints. Ces dénonciations étaient souvent motivées par la vengeance pour infidélité, la prévention de futurs cas de violences domestiques ou de mauvais traitements. Bien que les femmes puissent être victimes de viols, de coups ou d'abus, cela n'était pas une raison suffisante pour une intervention officielle. En revanche, le discours contraire au régime de la part des agresseurs était une raison suffisante pour les signaler. De nombreuses dénonciations émanaient également de querelles personnelles entre amis, voisins et collègues de travail. Pendant le chaos de la guerre, certains furent arrêtés simplement pour avoir exprimé des opinions pessimistes dans un bar. Le contrôle du discours était absolu, tant les chefs de famille que les ménagères évitaient tout commentaire contraire au gouvernement par peur de déclencher un interrogatoire de la Gestapo en raison de disputes familiales ou conjugales. Il y eut des CA où des citoyens furent arrêtés pour avoir critiqué la tenue vestimentaire d'un haut fonctionnaire ou de son conjoint lors de réunions sociales, d'autres pour avoir loué des écrivains considérés comme ennemis du régime. Il y eut même des cas aussi absurdes qu'un homme qui se livra lui-même aux autorités pour être détenu pendant quelques mois dans le cadre de sa stratégie personnelle pour lutter contre son addiction à l'alcool. Ce qui était terrible, c'était que lorsqu'une personne était arrêtée par la Gestapo, elle perdait tous ses droits civils et n'était pas protégée par la loi. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient des détenus. Au début, comme le code pénal allemand interdisait le meurtre et la torture, ils simulaient la mort de ceux qu'ils déterminaient devoir mourir. Elle était organisée en 3 divisions. La première était bureaucratique, la deuxième avait pour mission d'anéantir les opposants, et la troisième était chargée du contre-espionnage. Elle fut la principale exécutrice des politiques antisémites de l'Allemagne. Elle se chargeait de la supervision de la liquidation des ghettos et organisait la déportation des Juifs vers les camps de concentration et d'extermination. Ce fut Adolf Eichmann qui fut responsable de la coordination de la déportation massive. Il finit par vivre en Argentine et fut capturé par un commando du Mossad en 1960, et il était à la tête de la section Tchorbe 4 de la Gestapo. De plus, ils recrutèrent des membres de bas niveau dans la hiérarchie pour les ajouter aux unités mobiles d'extermination qui assassinèrent 1 500 000 Juifs dans la Russie occupée. La Gestapo, lorsque la guerre éclata et qu'elle s'étendit, ouvrit des bureaux dans tous les pays de l'Europe occupée et était au sommet du pouvoir. Elle n'était soumise à aucune supervision judiciaire ou légale. Il y eut des CA de personnes détenues qui, en prouvant leur innocence, pouvaient sortir vivantes du quartier général. Beaucoup d'autres n'eurent pas cette chance et furent pendus avec des chaînes au mur des cellules. Ils durent subir des méthodes de torture indescriptibles, appliquées généralement par des policiers de carrière qui savaient ce qu'ils faisaient et ce qu'ils devaient faire. Passer de l'électricité dans des zones sensibles du corps, les plonger dans des baignoires d'eau glacée, brûler les doigts avec des allumettes ou les empêcher de dormir était monnaie courante.
Interrogatoire, le visage impitoyable de la Gestapo. Les interrogatoires étaient infâmes pour leur brutalité et leur manque total d'humanité. Aucune réglementation n'était respectée et les détenus étaient totalement privés de tout droit minimal. Ils étaient là uniquement pour fournir plus d'informations ou pour être soumis à des punitions physiques pour une présumée déloyauté. La torture était une pratique courante, exécutée avec une cruauté impitoyable dont les officiers allemands se vantaient ouvertement. Des simulations de noyade à l'écrasement des testicules avec des pinces, en passant par les décharges électriques, les coups au visage, les étranglements prolongés et les fractures osseuses, tout était permis pour obtenir un aveu ou une dénonciation. Certains pouvaient éviter le tourment en avouant, mais d'autres devaient livrer plusieurs citoyens ordinaires pour assurer leur propre salut. Cependant, la simple menace de torture suffisait souvent. La réputation de brutalité de la Gestapo était si largement connue que les gens parlaient avant de faire face à la torture. L'expression « Verschärfte Vernehmung » en allemand « interrogatoire renforcé » fut inventée en 1937 par les nazis eux-mêmes, décrivant une forme de torture qui ne laissait aucune marque. Parmi les différentes tortures mises en place par les Allemands, les documents de l'époque révèlent qu'il y avait la congélation des prisonniers jusqu'à presque la mort, les passages à tabac répétés, les longues stations forcées, les simulations de noyade, les douches froides dans des pièces climatisées, les positions de stress, la privation de médicaments et le fait de laisser les prisonniers blessés ou malades seuls dans les cellules pendant des jours et des jours, augmenter la chaleur dans les cellules où un prisonnier devait être interrogé et parfois, les prisonniers devaient signer une déclaration écrite incluant leur nom, profession, grade et position dans l'armée ennemie. Parmi d'autres atrocités, les Allemands utilisaient les hôpitaux pour affamer et tuer de faim les opposants, au point qu'ils demandaient volontairement à partager des informations de renseignement en échange de nourriture. Mais les techniques astucieuses des nazis allaient encore plus loin. Ils utilisaient des infirmières dans les hôpitaux pour séduire les forces américaines et alliées, leur montrant de l'affection et leur lisant des histoires américaines. Tout cela faisait partie de leur plan maître qui incluait l'utilisation d'agents secrets pour découvrir des informations cruciales des forces armées ennemies. Il y eut des exceptions à cette règle. Paul Schneider, un pasteur évangélique protestant qui résidait à Pferstfeld, un petit village rural de Rhénanie, défia le régime en 1933 en critiquant depuis sa chair certaines des nouvelles autorités nazies. Il soutenait qu'elles menaient une révolution sans chercher un renouveau spirituel du peuple allemand. Quelqu'un informa les autorités ecclésiastiques de ces paroles et il reçut un avertissement. Malgré cela, il continua ses prédications de manière discrète. Un an plus tard, la Gestapo réussit à l'empêcher de célébrer des offices religieux dans 2 autres villages ruraux voisins. Finalement, il fut arrêté, mais la protestation de sa congrégation conduisit à sa libération. Martin Niemöller, un autre religieux persécuté par la Gestapo, était un pasteur luthérien qui s'opposa fermement à la nazification des églises allemandes. Sa position courageuse en fit une cible de la Gestapo, qui l'arrêta et l'accusa d'activité contre l'État. Bien qu'un juge l'ait initialement libéré, la Gestapo l'arrêta de nouveau, estimant qu'il méritait une punition. Dès lors et jusqu'à la fin de la guerre, Niemöller fut détenu dans des camps de concentration. De l'un de ses discours en 1946 est né le célèbre poème souvent attribué à tort à Bertolt Brecht. Les raisons de la persécution des citoyens étaient variées. Bien que la Gestapo se soit initialement concentrée sur l'élimination des communistes et des opposants politiques les plus radicaux, elle élargit ensuite son champ d'action pour inclure tout dissident ou individu pouvant menacer le discours unique imposé par le régime. Par conséquent, les religieux, les homosexuels et d'autres considérés comme des marginaux sociaux, selon la terminologie de l'époque, ainsi que divers dissidents, se trouvaient parmi les victimes habituelles de la Gestapo. Alors que l'Allemagne nazie avançait sur d'autres pays européens, la Gestapo se consacrait à la suppression de la dissidence interne. Il est courant de croire qu'une fois emmenés dans les quartiers généraux de la Gestapo, les détenus ne sortaient jamais. Cependant, la réalité était différente. La plupart des enquêtes se terminaient sans résultat et les détenus étaient libérés. Seuls les CA les plus retentissants et violents servaient d'exemple pour inspirer la terreur. De plus, ceux qui étaient libérés étaient utiles pour propager la peur.
en divulguant les méthodes de torture et en fournissant des noms sous la contrainte pour maintenir la roue de la persécution en marche. Initialement, tous les agents de la Gestapo n'étaient pas nazis. Au début, ils collaboraient avec les policiers déjà en service. Avec le temps, cependant, ils se radicalisaient et leurs méthodes et motivations devenaient de plus en plus arbitraires. L'imaginaire populaire représente souvent les hommes de la Gestapo avec de longs manteaux en cuir, mais en réalité, la plupart étaient en civil. Leur objectif était de passer inaperçus pour obtenir des informations et se mêler à la population. Bien que ces manteaux soient à la mode, le manuel de style et les instructions qu'ils recevaient leur imposaient de porter des vêtements ordinaires et de ne pas avoir de documents d'identification. Dans ces premières années, la Gestapo se concentra sur l'élimination des opposants politiques et religieux. Cependant, elle se joignit rapidement à la persécution raciale, s'occupant d'appliquer les lois de Nuremberg sous le prétexte de se conformer à la réglementation en vigueur. Les architectes du contrôle, les dirigeants de la Gestapo, Heinrich Müller, connu sous le nom de Gestapo Müller, émergea comme une figure de proue de la Gestapo, son nom résonnant omineusement dans les couloirs de l'organisation et devenant une légende à part entière. Avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Müller semblait destiné à une carrière prometteuse dans l'aviation en tant que mécanicien d'avion. Après avoir terminé son apprentissage en mécanique aéronautique, il s'enrôla dans l'armée de l'air allemande, se distinguant comme pilote de reconnaissance de l'artillerie ennemie pendant le conflit. En 1934, Heinrich Müller rejoignit les SS avec le numéro 107 143, gravissant rapidement les échelons et gagnant le surnom de Gestapo Müller pour le distinguer d'un autre général des SS portant le même nom. À la fin de la guerre, il avait atteint le rang de général. Depuis 1933, l'aspect robuste et grossier de ce fonctionnaire bavarois, avec sa tête carrée de paysan, une expression faciale impassible avec des yeux perçants et des lèvres fines, le rendait pratiquement chef de la Gestapo, bien qu'il ne fût pas initialement membre du parti nazi. En 1936, Müller assuma le poste de chef des opérations de la redoutée Gestapo, la police politique nazie. Bien qu'il ne fût pas membre du parti nazi à ce moment-là, Heinrich Himmler considérait cela comme un avantage, car Müller pouvait mener des actions policières sans être lié à l'affiliation partisane. Müller personnifiait le purisme du devoir et de la discipline, étant un bourreau de travail toujours dévoué au service que son poste exigeait et au service de la nation, peu importe quel parti politique était au pouvoir. En tant que chef des opérations de la Gestapo et plus tard comme son leader, Müller joua un rôle crucial dans la détection et la répression de toutes les formes de résistance au régime nazi. Avec la confiance de Heydrich et Himmler, Müller fut essentiel dans la transformation de la Gestapo en principal instrument exécutif de la terreur nationale-socialiste, selon les historiens Carsten Dams et Michael Stoll. Sous sa direction, la Gestapo réussit à infiltrer et en grande partie à démanteler les groupes opposés au régime nazi, comme les réseaux clandestins du Parti social-démocrate et du Parti communiste, comme le souligne l'historien George C. Browder, qui met en avant son expérience et sa fervente aversion pour le communisme comme facteur déterminant pour son ascension et son succès. Quand Hitler et les dirigeants militaires cherchèrent un prétexte pour l'invasion de la Pologne en 1939, Himmler, Heydrich et Müller conçurent et exécutèrent un projet de fausse bannière connu sous le nom d'Opération Himmler. Lors d'une des opérations, une mission clandestine dans une station de radio allemande à la frontière polonaise, Müller participa à la collecte d'une douzaine de condamnés à mort des camps qui furent ensuite habillés en uniforme polonais. Müller promit à ces hommes qu'ils seraient graciés et libérés, mais au lieu de cela, ils furent exécutés par injection létale et blessures par balle pour simuler qu'ils étaient morts en action lors d'une attaque simulée. Ces incidents, en particulier l'attaque simulée de la station de radio de Gleiwitz, furent ensuite utilisés dans la propagande nazie pour justifier l'invasion de la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 octobre 1939, Müller ordonna à Eichmann de préparer la déportation de 70 à 80 000 juifs de la ville polonaise annexée de Katowice, un ordre qui incluait également la déportation des juifs d'Ostrava. Dès septembre, tant la Gestapo que l'armée avaient planifié cela. 12 jours plus tard, le 18 octobre 1939,
Müller informa Eichmann qu'il serait bientôt nécessaire d'organiser centralement leur réinstallation et le transfert des Polonais et des Juifs dans la zone du futur État polonais à travers la Reichssicherheitshauptamt. La relation entre Himmler, Müller et Heydrich était une étroite collaboration, où chacun jouait un rôle complémentaire dans la machine répressive du régime nazi. Ensemble, ils consolidèrent le contrôle de l'État sur la population et furent responsables de certains des crimes les plus atroces commis pendant l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale. Leur ascension et leur collaboration marquèrent un sombre chapitre de l'histoire de l'humanité où l'idéologie totalitaire et la brutalité du pouvoir se manifestèrent dans toute leur cruauté. Reinhard Heydrich, la sinistre main du Troisième Reich. Reinhard Heydrich a précisément défini le rôle de la police secrète qu'il dirigeait avec une rigueur implacable. Notre responsabilité est de sauvegarder le peuple allemand dans son ensemble, en protégeant sa vitalité et ses institutions de toute forme de destruction et de désintégration. Nous devons repousser les attaques de toutes les forces qui peuvent affaiblir ou détruire la santé de la nation. En tant que bras droit de Himmler, Heydrich fut l'architecte de la Gestapo telle que nous la connaissons, imposant sa dureté, son manque de nuances, sa ruse et son impudence. Reinhard Heydrich se dressait comme l'un des hommes les plus redoutés du Troisième Reich. Obéissant, violent et cruel, son ambition meurtrière n'avait pas de limite, devenant un rouage essentiel de la barbarie nazie. La philosophie de Heydrich se résumait en une maxime percutante. Avec moi ou contre moi, le rendant extrêmement détesté par les Tchèques, encore plus que Hitler lui-même. Heydrich donnait des ordres impitoyables pour persécuter sans clémence ceux qui défièrent le régime, tout en récompensant généreusement ceux qui collaboraient avec lui. En compagnie de son épouse Lina, Reinhard organisait des réunions opulentes auxquelles assistaient des membres éminents de la société tchèque qui avaient démontré leur loyauté envers le protectorat. Ces individus étaient gratifiés d'argent, de voyages et de séjours dans des hôtels luxueux, dans un jeu élaboré de faveurs et d'alliances. Adolf Hitler avait confiance en lui confiant les tâches les plus impitoyables, qu'il accomplissait avec précision. Heydrich était un technocrate criminel qui ne connaissait pas la peur. Il gravit rapidement les échelons, émergeant comme une figure proéminente au sein des SS. Il supervisait les forces de sécurité composées des SS, de la Gestapo et du SD, consolidant sa position avec ruse et détermination. Il fut impliqué dans des événements notoires, tels que la nuit des longs couteaux, où il joua un rôle crucial dans l'élimination du général Strasser, et fut l'architecte principal de la nuit de cristal. De plus, il fut le cerveau derrière la conférence de Wannsee, un point de basculement où les dirigeants nazis ont déliné la solution finale abominable. À peine âgé de 38 ans au moment de sa mort, sa jeunesse et son audace le rendaient candidat viable pour succéder à Hitler. Lorsque le Führer perçut que la Tchécoslovaquie devenait un territoire problématique, il l'envoya pour rétablir l'ordre, une tâche que Heydrich accomplit avec une efficacité implacable. Connu sous une variété de surnoms désobligeants, tels que le bourreau ou le boucher de Prague, Heydrich préférait le titre donné personnellement par Hitler, l'homme au cœur de fer. Sous sa direction, la Gestapo se transforma en une machine implacable de répression, de torture et d'exécution, cimentant son héritage comme l'une des figures les plus sinistres du régime nazi. Son impunité et son pouvoir étaient tels qu'il était convaincu que personne ne pouvait le blesser, que personne n'oserait l'attaquer. Il se voyait comme le successeur d'Adolf Hitler. Beaucoup d'autres étaient d'accord. Cet homme de 38 ans était convaincu que son destin était de dominer le monde. Le 4 juin 1942, Reinhard Heydrich mourut dans un hôpital de Prague. 5 jours plus tard, ses funérailles eurent lieu à Berlin. Ce fut un acte d'État. Tous les dignitaires nazis étaient présents. Le dernier orateur fut Hitler lui-même. Il était visiblement très ému. Dans une Prague soumise au joug nazi, l'atmosphère n'était pas imprégnée de deuil, mais de soif de justice. Les rafles se succédaient de maison en maison, offrant une récompense généreuse à ceux qui fournissaient des informations sur les responsables. Dans ces premiers jours, plus de 70 personnes tombèrent en représailles. Les Allemands marchaient sur une corde raide. D'un côté, ils cherchaient à imposer un châtiment pour insuffler encore plus de peur dans la population et étouffer sa soif de vengeance. De l'autre, ils craignaient que le climat de calme relatif et d'acceptation qui régnait jusque-là dans une grande partie de la société tchèque ne disparaisse brusquement. Cependant,
La soif de vengeance des Allemands ne fut pas étanchée par ces 70 morts. Ils allèrent plus loin en effaçant de la carte un village entier, Lidis. Tous ses habitants, hommes, femmes et enfants, furent massacrés sans pitié. Mais leur fureur ne s'arrêta pas là. Lezaki fut la prochaine victime, où les hommes furent exécutés sommairement et les femmes et enfants envoyés dans des camps de concentration. Au total, dans ces premières semaines, plus de 1300 personnes perdirent la vie à la suite de l'attentat contre Heydrich. La Gestapo, sentier de l'horreur pendant l'Holocauste. Le froid se fait sentir dans l'hiver berlinois, 15 degrés sous zéro. Peu à peu, les voitures officielles arrivent à CE Manoir imposant en périphérie de Berlin. Les hommes descendent en hâte pour se réfugier dans la chaleur des poêles du palais. Ils portent des manteaux et des gants chauds. Personne ne veut être en retard. Ils craignent l'organisateur, un jeune homme blond, irascible et très ambitieux qui semble ne pas avoir de limite. À midi, les 15 hauts dignitaires nazis accompagnés de représentants ministériels, de secrétaires et de membres éminents de la Gestapo, aucun d'entre eux ne faisant partie du cercle intime d'Adolf Hitler, sauf Reinhard Heydrich, l'organisateur, se sont réunis autour d'une longue table. Les salutations tendues ont été échangées avant que la réunion connue sous le nom de conférence de Wannsee ne commence. La date, le 20 janvier 1942, resterait gravée dans l'histoire. En moins de 90 minutes, la sinistre solution finale fut établie. L'organisateur était Reinhard Heydrich, la bête blonde ou le boucher de Prague. Quelques mois plus tôt, il avait reçu l'ordre de Hermann Göring. Il devait trouver une solution à la question juive. Et pour eux, cela ne signifiait qu'une chose, l'extermination finale. La réunion a commencé par une longue exposition de Heydrich. Il parlait d'un ton martial, sans hésitation, avec fermeté. Il expliqua qu'il avait reçu des directives de Hitler et de Göring et qu'il devait coordonner la question juive. Il donna des chiffres, haussa la voix, frappa plusieurs fois la table. Il devait surjouer sa conviction car il supposait qu'il allait rencontrer une opposition à ses idées. Pour convaincre les invités et obtenir leur collaboration, en plus des cris et des ordres, Heydrich avait prévu un autre plan. Il avait prévu que la réunion durerait longtemps. Ainsi, pour la première pause et profitant du fait qu'il était midi, ils avaient préparé un grand banquet. Ceux qui servaient à table avaient l'ordre de ne jamais laisser les verres des invités se vider. Ils avaient le meilleur brandy d'Europe à leur disposition. Il faut garder à l'esprit que les nazis étaient très adeptes des euphémismes et que l'évacuation signifiait que les Juifs seraient envoyés de force vers ces territoires et qu'ils y seraient ensuite exploités, puis assassinés. Ce n'est pas que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de massacres indiscriminés. Mais à partir de la conférence de Wannsee, cette conduite s'est institutionnalisée et systématisée. Les mouvements officiels antisémites avaient eu lieu depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir. Mais au fil des années, ils se sont intensifiés jusqu'à atteindre la solution finale. Pour exécuter un plan de cette envergure, il fallait que le travail soit coordonné entre tous les secteurs présents. Mais il était toujours clair que Heydrich et Himmler auraient le contrôle des opérations. Tel était le véritable objectif de la conférence, clarifier l'autorité de Heydrich et éviter les disputes internes ultérieures. À mesure que le régime nazi intensifiait sa persécution des Juifs, la Gestapo devint le principal instrument de répression et de contrôle dans les villes du Reich. La Gestapo organisait des rafles et des arrestations massives de Juifs suspectés d'activités subversives ou de défis des politiques du régime. Les arrêtés étaient interrogés, torturés et soumis à des conditions inhumaines dans les prisons de la Gestapo, où beaucoup perdaient la vie ou subissaient de graves séquelles physiques et psychologiques. Eichmann envoya les conclusions de la conférence avec les sceaux urgents et top secrets au service de la Gestapo et de la police du Reich. C'était l'ordre officiel qui marquait le début de la solution finale. L'appareil se préparait systématiquement. Encercler et transporter des millions de personnes était une affaire compliquée. La Gestapo répondit comme par le passé, en dressant des listes de noms, des vies qui allaient s'achever. Le rôle de la Gestapo était de localiser les Juifs de tous les lieux et de les envoyer hors d'Allemagne. Au moment opportun, ils écrivaient aux Juifs d'un endroit, leur disaient de se réunir à la gare et de là les déportaient. La Gestapo était chargée d'organiser les déportations en général. La Gestapo faisait donc le lien avec les chemins de fer du Reich pour coordonner le transport en train vers l'Est.
La Gestapo cherchait toute l'aide possible. Dans les territoires occupés, ils offraient des récompenses à la population en échange d'informations sur le lieu où se trouvait tout juif. Des milliers de lettres arrivaient dans les différents bureaux de la Gestapo avec ces informations. Les lettres, cependant, n'étaient pas très efficaces, car il fallait du temps pour les lire, et d'ici là, les personnes poursuivies avaient généralement déjà changé de cachette. Dans tout le Reich, la Gestapo supervisait le retrait des Juifs. Amis et voisins regardaient, mais ne voyaient rien. Dans de nombreux CAs, ce sont ces mêmes voisins qui avaient dénoncé les Juifs. En 1942, la Gestapo organisait des déportations dans tout le Reich et les territoires occupés. L'excuse utilisée par la Gestapo pour le déplacement des personnes était celle du réinstallation. Les Juifs devaient être réinstallés en Europe de l'Est pour leur protection et pour les séparer du reste de la société. Le camp de Theresienstadt, près de Prague, fut même promu comme l'un de ces lieux de réinstallation. Le système de transport était hautement efficace. Les trains se dirigèrent vers l'Est, vers la petite ville d'Izbica, près de Lublin. Cette petite ville polonaise était un ghetto de redistribution. Les Juifs y étaient amenés, car elle se trouvait à courte distance des 4 principaux camps d'extermination, Treblinka, Majdanek, Sobibor et Belzec. Depuis Izbica, les trains envoyèrent les Juifs vers ces camps selon les besoins. La tragédie de Sophie Scholl. Victime de la Gestapo, Sophie aimait dessiner et écrire. Après avoir terminé le lycée, elle est devenue institutrice et a rejoint le service public national, une étape obligatoire où les citoyens devaient rendre un service à la cause nationale en pleine guerre. Elle a été assignée comme infirmière sur l'un des fronts de bataille. Ce contact brutal et immédiat avec la réalité l'a transformée. Les idées et pensées vagues, presque intuitives qu'elle avait sur la réalité allemande, se sont converties en certitude lorsqu'elle a assisté aux batailles, écouté les soldats et les habitants des villages. Quelques mois plus tard, elle a rejoint son frère Hans à Munich. Là, Sophie a commencé à étudier la philosophie et la biologie. En plus d'assister à des spectacles artistiques comme elle ne l'avait jamais fait auparavant et de profiter de la vie nocturne, elle a rencontré d'autres jeunes qui pensaient comme elle, qui voyaient la réalité allemande de la même manière, qui ne s'étaient pas laissés séduire par le nazisme. Avec l'élan de la jeunesse, ils ont décidé de faire entendre leur voix. Quelqu'un leur a rappelé l'action de la Gestapo. S'ils ne faisaient pas attention, chaque activité d'opposition, chaque mouvement dissident et même chaque critique formulée dans un cadre privé constituait un grave risque pour leur vie. La Gestapo était un golem qui avait grandi démesurément et qui avait réussi à étendre la terreur et à discipliner. La police secrète a conçu un système macabre et efficace de terreur qui a imprégné la population, un état de délation massive et permanente. Une trame de peur et de persécution s'est formée. L'organisation a réussi à convaincre chaque citoyen allemand que l'État les observait et les écoutait. En partie, c'était vrai. Les Scholl croyaient que la société devait entendre d'autres voix, que quelqu'un devait tenter de leur ouvrir les yeux. Sophie Scholl et son frère Hans, ainsi que d'autres membres du groupe de résistance connu sous le nom de la Rose Blanche, ont distribué des tracts anti-nazis à l'université de Munich le 18 février 1943. Pendant la distribution, ils ont été vus par le concierge qui les a dénoncés à la Gestapo. Ce même après-midi, Sophie et Hans ont été arrêtés par des agents de la Gestapo à l'université. Au moment de leur arrestation, d'autres tracts anti-nazis ont été trouvés parmi leurs affaires. Les interrogatoires suivants n'ont pas réussi à briser leur détermination, et les 2 frères ont librement admis leur participation à la distribution des tracts. Le 22 février 1943, seulement 4 jours après leur arrestation, Sophie Scholl, son frère Hans et leur ami Christoph Probst ont été jugés sommairement par le tribunal populaire nazi. Pendant le procès, ils ont refusé de se rétracter de leurs actions et ont exprimé ouvertement leur opposition au régime nazi. Le verdict a été rapide et brutal. Les 3 ont été déclarés coupables de trahison, désertion et affaiblissement du moral de l'armée allemande et condamnés à mort. Ce même après-midi, ils ont été exécutés par guillotine à la prison de Stadelheim à Munich. Sophie Scholl avait seulement 21 ans au moment de son exécution. Le courage et le sacrifice de Sophie Scholl et des membres de la Rose Blanche sont devenus un symbole de la résistance contre le régime nazi et sa brutalité.
Bien qu'ils aient été exécutés, leur héritage perdure comme un rappel de l'importance du courage et de la résistance face à l'oppression. Jacob Gap, témoin et martyr face à la barbarie de la Gestapo. Jacob Gap est né dans la ville de Wattens, Autriche, en 1897, et après avoir combattu pendant la Première Guerre mondiale dans l'armée autrichienne, il est entré dans la Compagnie de Marie et a été ordonné prêtre. En raison des critiques virulentes qu'il a formulées contre le racisme de Hitler exposé dans Ess et Homélie, il a dû fuir son pays, poursuivi par la Gestapo en 1939, a expliqué Salaverry. Après être passé par Bordeaux, il est arrivé à Valence en 1941, où il a été accueilli par la communauté marianiste du Collège du Pilar et y a exercé comme aumônier, en plus de donner des cours d'allemand et de latin. En 1942, 2 jeunes Allemands, qui se sont présentés comme des frères juifs persécutés par les nazis, se sont présentés au collège lui-même et ont demandé de l'aide, après quoi une solide amitié s'est établie entre eux au point que les jeunes lui ont demandé de les instruire dans la foi catholique pour recevoir le baptême, a ajouté Salaverry. Quelques jours avant la date prévue pour le sacrement baptismal, Gap a été invité par les 2 amis à voyager avec eux à San Sebastian, et de là, par des ruses, ils l'ont fait passer à Hendaye, déjà en France, où il a été arrêté par la Gestapo, à laquelle appartenaient les 2 faux juifs. Il a ensuite été conduit à Paris puis à Berlin, où il a continuellement professé sa foi tout en étant torturé, jusqu'à ce qu'il soit finalement exécuté le 13 août 1943 après avoir été condamné à mort par un tribunal populaire. Heinrich Himmler, lui-même, le chef suprême de la Gestapo, a déclaré à son sujet que, avec 1 million de Jacob Gap, mais de notre idéologie, nous dominerions le monde, a précisé Salaverry. En le béatifiant, Saint Jean-Paul II a décrété que la date liturgique de la fête de Jacob Gap serait célébrée le 13 août, jour de son martyre. Pendant sa captivité entre les mains de la Gestapo, Jacob Gap a été soumis à de terribles tortures physiques et psychologiques. Les interrogateurs nazis ont utilisé des méthodes brutales pour tenter de briser son esprit et obtenir des informations sur ses activités et ses contacts. On dit qu'il a été brutalement battu, brûlé avec des cigarettes et soumis à de longues séances de privation de sommeil et de nourriture. Malgré les souffrances infligées, Gap est resté ferme dans sa foi et ses convictions, refusant de céder à la pression de ses tortionnaires. Sa résistance face à la torture et son refus de trahir ses principes en ont fait un symbole de courage et de détermination face à la brutalité du régime nazi. Bien que les circonstances exactes de ces tortures ne soient peut-être pas connues en détail, les conditions inhumaines des prisons de la Gestapo et les méthodes d'interrogatoire utilisées par l'organisation secrète sont bien documentées. La torture était un outil couramment employé pour intimider et punir les prisonniers politiques et les opposants au régime nazi. Le procès de Nuremberg, la Gestapo face à la loi, les procès de Nuremberg, qui se sont tenus entre 1945 et 1946, ont marqué un tournant historique dans la poursuite et le jugement des responsables des crimes commis pendant le régime nazi, y compris ceux de la Gestapo. Ces procès ont été l'occasion de rendre des comptes pour les horreurs de l'Holocauste et d'autres crimes de guerre perpétrés par le Troisième Reich. Pendant les procès, plusieurs membres éminents de la Gestapo ont été poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes contre la paix. Parmi eux se trouvait Heinrich Müller, chef de la Gestapo de 1939 jusqu'à la fin de la guerre, et Ernst Kaltenbrunner, son successeur. Les accusations portées contre la Gestapo incluaient la persécution et l'extermination des Juifs, des Roms, des dissidents politiques et d'autres groupes considérés comme indésirables par le régime nazi, des preuves de torture, d'exécutions sommaires, de déportations massives et d'autres actes de violence et de répression perpétrés par la Gestapo dans toute l'Europe occupée ont été présentés. Pendant le procès, des détails horrifiants sur les pratiques et les politiques de la Gestapo ont été révélés, y compris leur participation à la planification et à l'exécution de l'Holocauste. Des témoignages de survivants de l'Holocauste et des preuves documentaires démontrant la participation directe de la Gestapo aux crimes commis pendant le régime nazi ont été présentés. À la fin, de nombreux membres éminents de la Gestapo ont été déclarés coupables et condamnés à mort ou à de longues peines de prison. Cela a été une étape cruciale dans le processus de reddition de comptes pour les crimes du régime nazi et un rappel de l'importance de la justice
et de la responsabilité dans la construction d'un monde plus juste et pacifique. Les procès de Nuremberg ont établi un précédent historique dans la lutte contre l'impunité et le respect des droits humains à l'échelle mondiale. Heinrich Müller a été vu pour la dernière fois dans le bunker de la chancellerie de Berlin le 26 avril 1945, dirigeant l'interrogatoire cruel et l'exécution ultérieure du général de division SS Hermann Fegelein, beau-frère d'Eva Braun. Après ce dernier service rendu au Troisième Reich, le chef de la Gestapo a disparu. Il était l'officier nazi de plus haut rang dont le destin final restait inconnu. En mai 1945, il a été déclaré mort, mais il a été prouvé que son corps n'était pas dans la tombe correspondante du cimetière de Neukölln. Gestapo Müller, comme il était connu parmi l'élite nazie, a réussi à échapper à tous jusqu'à ceux que le professeur Johannes Tuchel, directeur du mémorial de la résistance allemande, parvienne à retrouver ses restes. Ils étaient enterrés depuis 68 ans dans un cimetière juif, le dernier endroit où ses poursuivants auraient recherché. C'était un enterrement provisoire dans une ville en ruine où les cimetières ne pouvaient pas fonctionner normalement, mais il est devenu définitif en raison de l'oubli. Dieter Graumann, président du Conseil central des Juifs de Berlin, a déclaré au Bild Zeitung que le fait que l'un des nazis les plus brutaux soit enterré dans un cimetière juif est une monstruosité et porte atteinte à la mémoire des victimes, grossièrement piétinées.